Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première partie de vidéo de synthèse et de présentation du troisième groupe de travail du sixième rapport du GIEC. Le GIEC, pour Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est un comité chargé d'évaluer les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique avec trois missions: comprendre le changement climatique, ses conséquences possibles, et envisager les stratégies d'adaptation des sociétés et d'atténuation des émissions. C'est ce dernier aspect, traité par le troisième groupe de travail, qui nous intéresse ici. Ce rapport est le résultat de l'agrégation de la littérature scientifique et contient les informations les plus fiables dont on peut disposer sur le climat actuellement, au moins à la date du 21 octobre 2021, puisque c'est la date de publication maximale des dernières études prises en compte par le GIEC. Vous trouverez dans la fiche ou en description une vidéo de l'excellente chaîne Le Réveilleur qui présente en détail le fonctionnement de cette organisation. Cette synthèse est divisée en deux parties pour éviter qu'elle soit trop longue. Dans cette vidéo, on verra dans quelle situation nous sommes actuellement et quels sont nos différents futurs possibles en termes de réchauffement en fonction de nos émissions futures. La deuxième vidéo sera plus longue et la suite directe de celle-ci. On y verra quelles sont les choses à faire dans chacun des secteurs pour réduire leurs émissions et comment nous organiser pour faire ces choses et renforcer nos actions. La quasi-totalité de ce que je vais dire est directement tirée du résumé par décideur du troisième groupe de travail. J'ai surtout effectué un travail de traduction, de paraphrase et de sélection des informations. Certains paragraphes sont même des traductions directes pour rester le plus précis possible. Les quelques fois où j'utiliserai d'autres sources que le GIEC, j'afficherai la source à l'écran et elle sera dans le script de cette vidéo qui est disponible en description. Enfin, dans ces deux vidéos, je vais partir du principe que vous êtes déjà bien sensibilisé aux conséquences du changement climatique et à l'importance de prévenir chaque dixième de degré supplémentaire. En guise d'introduction ou de rappel, je vous laisse lire ces schémas du deuxième groupe de travail en mettant en pause la vidéo si vous voulez. De manière générale, n'hésitez pas à faire pause pour lire plus en détail les figures et les tableaux que je présenterai. Commençons l'état des lieux avec la première figure montrant les émissions mondiales de gaz à effet de serre anthropiques nettes. Entre 1850 et 2019, l'humanité a émis environ 2400 gigatonnes de CO2, dont 44,6 gigatonnes nettes en 2019, 38 gigatonnes viennent des énergies fossiles et de l'industrie en bleu, et 6,6 viennent de l'usage des sols et des forêts en jaune. En comptant les autres gaz à effet de serre comme le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés, qui représentent 25% des GES, on arrive à des émissions nettes en 2019 de 59 gigatonnes de CO2 équivalent. Attention à ne pas confondre CO2 et CO2 équivalent. Cette année-là, l'approvisionnement énergétique a représenté 34% des émissions, l'industrie 24%, l'agriculture, le changement d'usage des sols et la déforestation 22%, le transport 15% et le bâtiment 6%. Durant cette décennie, l'humanité a émis en moyenne 9,1 gigatonnes de CO2 équivalent par an de plus que durant la décennie 2000-2009. C'est la plus forte augmentation des émissions décennales moyennes enregistrées. On peut tout de même remarquer que le taux de croissance annuelle des émissions a baissé de plus 2,1% par an à plus 1,3% par an comme indiqué en haut du panel A. Le panel B détaille les émissions par type de CO2 et par gaz à effet de serre. En particulier, les gaz fluorés, notamment utilisés dans les systèmes réfrigérants et les clims, ont connu une augmentation massive de plus 354% en 30 ans, comparé au plus 154% pour tous les gaz à effet de serre. L'intensité énergétique mondiale, l'énergie primaire totale utilisée par unité de PIB, a diminué de 2% par an entre 2010 et 2019, et l'intensité carbone, le CO2 provenant de la combustion fossile et de l'industrie par unité d'énergie primaire, a diminué de 0,3% par an au cours de la même période, avec de fortes variations régionales, ceci principalement en raison du passage du charbon au gaz, de la réduction de l'expansion des centrales au charbon et de l'utilisation accrue des énergies renouvelables. Cette évolution a inversé la tendance observée pendant la période 2000-2009, où ces indicateurs augmentaient. Cependant, comme on vient de le voir, la réduction des émissions liée à la diminution de l'intensité énergétique et de l'intensité carbone n'a pas compensé l'augmentation des émissions due à la hausse des niveaux d'activité mondiale dans tous les secteurs. On peut voir ici à gauche l'évolution des émissions de chaque région du monde en gigatonnes de CO2 équivalent par an, ainsi que leur part relative. À droite, on a les émissions nettes de gaz à effet de serre par personne par région en 2019, où la largeur d'un rectangle représente la population de la région et sa hauteur, les émissions annuelles moyennes d'un habitant de cette région en tonnes de CO2 équivalent. Les émissions sont réparties inéquitablement à la fois entre les ménages et géographiquement. Les 10% des ménages avec les émissions par habitant les plus grandes, donc principalement aussi les plus riches, représentent 34 à 45% des émissions globales liées à la consommation des ménages. Les 40% suivants représentent 40 à 53% de ces émissions,
et les 50% restants représentent 13 à 15% de ces émissions. La moyenne mondiale des émissions nettes de GES par habitant est passée de 7,7 à 7,8 tonnes de CO2 équivalent entre 1990 et 2019, l'écart allant de 2,6 tonnes de CO2 équivalent en Asie du Sud, soit principalement l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh qui représentent 2 milliards de personnes, à 19 tonnes de CO2 équivalent en Amérique du Nord, soit les États-Unis et le Canada, pour 370 millions de personnes. Voyons maintenant pourquoi le CO2 joue un rôle si important et quelle est l'évolution de la température globale de ce dernier siècle. Le CO2 étant un gaz stable dans l'atmosphère, il faut attendre que celui-ci soit absorbé par les sols et les plantes ou qu'il se dissolve dans les océans, ce qui les acidifie. C'est ce dernier mécanisme qui est dominant à long terme. Son échelle de temps va du siècle à la dizaine de millénaires. Ce sont deux des raisons pour lesquelles, sans autre intervention, la température moyenne à la surface de la Terre est une fonction quasi linéaire de la quantité de CO2 total émis dans l'atmosphère. Les 2400 gigatonnes de CO2 déjà émis nous placent à une température moyenne à la surface de la Terre entre 2011 et 2020 de 1,09 degrés comparé à la période 1850-1900, période de référence pour le GIEC. La température moyenne au-dessus des sols est plus élevée et atteint 1,59 degrés sur ces mêmes 10 ans. En effet, pour un réchauffement moyen global donné, le réchauffement moyen des surfaces terrestres est supérieur. Si en tant que Français, on regarde plus précisément le continent européen et le contour méditerranéen, on peut observer que la température moyenne augmente plus vite et est de plus de 2,1 degrés, plus de 2,1 car ce graphique s'arrête en 2014. Pour limiter le réchauffement climatique sous les 1,5 degrés avec une probabilité de 50%, il faut limiter les émissions totales à 2900 gigatonnes de CO2, et pour le limiter à 2 degrés avec une probabilité de 67%, il faut limiter les émissions à 3550 gigatonnes de CO2. Les 2400 gigatonnes de CO2 que nous avons déjà émis représentent 2 tiers de cette deuxième limite. Pour vous donner un premier chiffre sur l'ordre de grandeur des efforts à faire, si les exploitations des industries de combustibles fossiles existantes sont maintenues sans réduction supplémentaire, les émissions futures cumulées de CO2 de 2018 jusqu'à leur fin de vie atteindront environ 660 plus ou moins 215 gigatonnes de CO2, et si on ajoute les émissions des infrastructures dont l'exploitation a déjà été prévue dans le secteur de l'électricité, on atteint 850 plus ou moins 205 gigatonnes de CO2. En ajoutant cette quantité aux 2400 gigatonnes déjà émis, on tombe sur 3250 gigatonnes de CO2 émis au total par l'humanité, soit pratiquement la limite à ne pas dépasser pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Et ces 850 gigatonnes ne comprennent que les émissions liées aux combustibles fossiles, soit une partie seulement des émissions de CO2 FFI qu'on avait vu en bleu tout à l'heure. Après cette information difficile, voyons les avancées déjà réalisées pour nous remonter le moral. En termes d'actions prises, 18 pays ont réussi à maintenir une réduction de leurs émissions de production et de consommation sur une période de 10 ans. Ces réductions ont été permises par une décarbonation des approvisionnements énergétiques, de l'efficacité énergétique et une réduction de la demande en énergie. Ceci a été permis grâce à des actions politiques et des changements dans la structure économique. Du point de vue du coût des technologies, le prix des moyens de production d'énergie renouvelable et des batteries ont fortement chuté ces 2 dernières décennies, ce qui a permis leur adoption. Le solaire photovoltaïque et les éoliennes représentent en 2020 respectivement 3% et presque 7% de l'électricité produite. Cette réduction des coûts a été permise par des politiques sur mesure, comme de la R&D publique, du financement de projets de démonstrateurs ou des subventions pour aider à leur déploiement. Une précision importante est à faire, le coût représenté ici sont les LCOE, Levelized Cost of Energy, signifiant coût actualisé de l'énergie. Cette mesure prend en compte l'installation, le coût du capital et le coût d'opération et de maintenance. Cependant, elle ne prend pas en compte les coûts supplémentaires que nécessite un réseau électrique très intermittent, tels que le renforcement du réseau en termes d'interconnexion et des capacités de stockage d'énergie, nécessaires pour assurer l'approvisionnement électrique en cas de manque de vent et ou de soleil. Depuis la sortie du cinquième rapport du GIEC en 2014, il y a eu une expansion des mesures et des lois visant l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Celles-ci ont permis d'augmenter les mesures d'investissement dans les technologies et infrastructures bas carbone, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la réduction du taux de déforestation et l'accélération du développement des technologies. En 2020, des lois visant directement à réduire les émissions de GES étaient présentes dans 56 pays, couvrant 53% des émissions globales. Ces mesures couvrent cependant inégalement les secteurs et restent limitées notamment dans l'agriculture et la production de matériaux industriels et de matières premières. Du point de vue de l'économie, l'alignement des flux financiers vers les objectifs des accords de Paris reste lent et ceux-ci sont répartis inéquitablement entre les régions et les secteurs. Par exemple, en 2018,
des flux financiers climatiques publics et privés mobilisés publiquement des pays développés vers les pays en développement étaient inférieurs à l'objectif collectif de la CCNUCC et de l'accord de Paris de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 dans le cadre d'une action climatique significative. De plus, les flux financiers publics et privés destinés aux combustibles fossiles sont toujours plus importants que ceux destinés à l'adaptation du changement climatique et à l'atténuation de ses effets. Enfin, en 2020, 20% des émissions mondiales étaient couvertes par une taxe carbone ou un système de marché de permis d'émission, mais leur étendue et leur prix actuel ont été insuffisants pour réduire en profondeur les émissions. Le GIEC affirme tout de même que plusieurs preuves suggèrent que toutes ces politiques ont permis de limiter les émissions mondiales de quelques gigatonnes de CO2 équivalent par an. Les estimations indiquent que les lois et mesures mises en place pour limiter les émissions ont permis de réduire de 5,9 gigatonnes de CO2 équivalent les émissions de 2016, et les effets des instruments économiques et réglementaires ont quant à eux permis une réduction d'au moins 1,8 gigatonnes de CO2 équivalent par an. Voyons maintenant quelles sont nos trajectoires possibles en termes de réchauffement en fonction de nos émissions futures. La première chose que dit le GIEC à ce sujet est que les émissions mondiales de GES en 2030 associées à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national avant la COP26 NDC rendrait probable un réchauffement supérieur à 1,5 degré au cours du XXIe siècle et que la limitation du réchauffement à moins de 2 degrés reposerait alors sur une accélération rapide des efforts d'atténuation après 2030. Voici la figure 4 qui représente certaines trajectoires d'émissions, dont celle prévue avec les mesures actuelles en rouge et celle que donnerait le respect des NDC en 2030 en violet dans le panel B. En continuant avec les mesures actuelles, il y aura un écart de 7 à 10 gigatonnes de CO2 équivalent par an, en incluant ou pas les éléments conditionnels, en comparaison avec les émissions de l'année 2030 si les NDC de tous les pays sont respectés. On peut tirer plusieurs analyses de ce graphique à l'aide d'un tableau qu'on verra juste après et de ce que nous écrit le GIEC. Si on reste avec les mesures actuelles et qu'on les applique, la trajectoire en jaune, mais qu'on ne les renforce pas par la suite, en 2030, on sera dans un intervalle de trajectoire atteignant un réchauffement médian de 3,2 degrés d'ici 2100, avec un écart interquartile allant de 2,2 à 3,5 degrés. Les trajectoires qui sont cohérentes avec les NDC annoncés avant la COP26 jusqu'en 2030 et qui ne supposent aucune augmentation d'ambition par la suite, conduisent à un réchauffement médian de 2,8 degrés d'ici 2100, avec un écart interquartile de 2,1 à 3,4 degrés. Enfin, si on respecte les NDC avec les éléments conditionnels, la trajectoire en violet clair, c'est-à-dire réduire nos émissions d'en moyenne 0,8 gigatonnes de CO2 équivalent par an de 2021 à 2030, on sera dans un intervalle de trajectoire qui atteigne entre 1,8 et 2,8 degrés de réchauffement d'ici 2100. Voici le tableau dont je parlais tout à l'heure. Il présente les caractéristiques principales des différentes catégories de trajectoires modélisées par le GIEC. Cette première partie présente la catégorie limitant le réchauffement global à 2 degrés avec plus de 67% de chance. Il y a énormément d'informations dans ce tableau. Vous pouvez soit faire pause pour le lire, ou alors suivre les points que je vais développer, mais je ne parlerai pas de tout. La première colonne représente les 8 grandes catégories de trajectoires, définies par leur niveau de réchauffement maximal avec une certaine probabilité, avec entre crochets le nombre de scénarios que contient la catégorie. La deuxième colonne présente la médiane des émissions de gaz à effet de serre de ces scénarios en gigatonnes de CO2 équivalent par an pour les années 2030, 2040 et 2050, avec entre crochets le 5e et le 95e pourcentile. La troisième colonne montre le pourcentage médian de réduction d'émissions annuelles par rapport à 2019 pour ces trois mêmes années. Toutes les trajectoires de cette page présentent des réductions très fortes, immédiates et sur le long terme des émissions. La catégorie limitant le réchauffement global à 2 degrés avec confiance par exemple prévoit une réduction des émissions sur les 3 prochaines décennies de 21%, 48% et 64% par rapport à 2019. La quatrième colonne indique l'intervalle de 5 ans médian durant lequel les émissions de CO2 à gauche et des GES à droite atteignent leur pic. On peut voir que toutes les trajectoires médianes des catégories qui limitent le réchauffement à 2 degrés atteignent leur pic d'émissions avant 2025. C'est aussi le cas pour la catégorie qui le limite à 2,5 degrés, mais dans ce cas, certains scénarios atteignent leur pic entre 2025 et 2030. Je passe les trois colonnes suivantes pour arriver à l'avant-dernière. Elles nous donnent les températures médianes maximales et en 2100. Dans toutes les catégories de cette page, le réchauffement planétaire passe par un pic avant 2100, puis diminue par la suite. Ceci est possible si nous arrivons à atteindre des émissions de GES nettes nulles ou négatives. De plus, dans tous les scénarios, la réduction des émissions de méthane permettrait de réduire le pic de température puisque celui-ci produit un effet de serre 28 fois supérieur au CO2 pour une même quantité, mais a une durée de vie dans l'atmosphère courte d'une douzaine d'années. On verra dans la prochaine vidéo quelles sont ses principales sources d'émissions. C'est de ce tableau que vient la formule qu'on a beaucoup entendue à la sortie du rapport. Il nous reste 3 ans pour agir.
Plus précisément, si nous voulons limiter le réchauffement global à moins de 2 degrés, il faut que l'humanité ait atteint son pic d'émission en 2025 au plus tard. Voyons un peu plus en détail cette catégorie de trajectoire. Pour atteindre la trajectoire médiane de cette catégorie en 2030, il faut que nos objectifs de réduction soient environ 15% plus exigeants que les NDC avant COP26, soit réduire nos émissions annuelles de 12 gigatonnes de CO2 par rapport à 2019. Dans ces trajectoires, la consommation mondiale de charbon, pétrole et gaz fossiles décline respectivement dans médiane 85, 30 et 15% d'ici 2050. Un plus grand effort de réduction de la consommation de charbon et ou de pétrole pourrait permettre une moins grande contrainte sur le gaz fossile, voire une légère augmentation de sa consommation. Enfin, on peut voir que la température maximale médiane de cette catégorie est de 1,7 degré puis diminue par la suite. La partie de ces trajectoires qui atteignent des émissions de CO2 net nulles continue d'émettre 5 à 16 gigatonnes de CO2. Celles-ci sont compensées par du captage de CO2 dans d'autres secteurs. Ce sont plus souvent les secteurs de l'agriculture, des forêts, de l'utilisation des sols ainsi que celui de l'énergie qui atteignent le net zéro CO2 en premier. Le secteur du bâtiment, de l'industrie et du transport viennent par la suite. Passons à la seconde partie de ce tableau. La catégorie C3B correspond aux trajectoires représentées en bleu dans le graphique qu'on a vu tout à l'heure et contient les trajectoires qui respectent les NDC jusqu'en 2030 et limitent le réchauffement à 2 degrés. Cette catégorie suppose un effort très important sur la réduction des émissions entre 2030 et 2040 de 44%, soit 2,3 gigatonnes de CO2 équivalent par an. C'est presque exactement la réduction des émissions du secteur des énergies fossiles et de l'industrie en 2020 à cause du Covid, d'après les estimations de ce même rapport. Entre 2040 et 2050, la réduction doit être de 38%, soit 1,1 gigatonnes de CO2 équivalent par an. Remarquez aussi les catégories C6 et C7, qui contiennent les trajectoires MODACT et CurePol, qu'on verra illustrées juste après. Je m'arrête là pour cette page, car le GIEC ne fait pratiquement aucun commentaire sur les catégories C4 à C8, même si personnellement, je pense que notre futur se trouve bien plus probablement dans ces catégories que dans les autres. Je vous invite à nouveau à faire pause pour analyser plus en détail les deux parties du tableau qu'on vient de voir, pour vous faire votre propre avis sur nos futurs les plus probables en fonction de à quel point vous pensez que nous sommes capables de réduire nos émissions ou pas, et à quel réchauffement cela correspond. Pour finir cette deuxième partie, voici la figure 5 qui présente notamment les trajectoires d'atténuation illustratives jusqu'en 2100, dont MODACT et CurrentPol. CurePol, pour Current Policy, explore les conséquences de la poursuite de la mise en œuvre des politiques climatiques en 2020, puis d'un léger renforcement progressif par la suite. Cette trajectoire illustre de nombreux scénarios de la littérature scientifique qui projettent les résultats des politiques actuelles. CurePol atteint 3 degrés de réchauffement en 2100. La trajectoire MODACT, elle, pour Moderate Action, explore les conséquences de la mise en œuvre des NDC tels que formulés en 2020 et de quelques renforcements par la suite. Cette trajectoire atteint 2,7 degrés de réchauffement en 2100. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait apprendre des choses et que vous avez maintenant une vision plus claire sur notre situation climatique et surtout que vous êtes prêts pour regarder la deuxième et principale partie de cette synthèse. On y verra les choses à faire pour atténuer le changement climatique et comment nous organiser pour renforcer nos actions. Si vous pensez que cette vidéo mérite d'être plus entendue, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à vos proches ou sur les réseaux sociaux, je vous en serai très reconnaissant. Comme précisé au début, le script de cette vidéo avec les différentes sources est disponible en description si vous voulez approfondir le sujet, et si vous avez des questions ou des remarques sur mon travail, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Merci encore et à tout de suite dans la deuxième partie.